Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Samedi soir, au Stade de France, on a eu droit à un choc entre deux mastodontes du rugby mondial. D'un côté, l'Irlande, meilleure nation au classement World Rugby, 16 victoires d'affilée, ils ont battu toutes les grosses nations récemment. Et de l'autre, il y avait son dauphin sud-africain, champion du monde en titre, et réputé pour la férocité de ses joueurs et pour l'engagement extrême qu'ils mettent dans tous les impacts. Au terme d'une rencontre extrêmement engagée, l'Irlande a su dominer l'agressivité sud-africaine pour arracher la victoire. Elle a ainsi sécurisé sa place en quart de finale, sûrement face à la Nouvelle-Zélande, tandis que les Springboks, eux, risquent de croiser la route du 15 de France. Je trouvais ça important de débriefer cette rencontre parce que c'était un match au sommet avant l'heure entre deux gros prétendants au titre, et puis je pense aussi qu'on va pouvoir en tirer de nombreux enseignements. Au niveau de la stratégie, de l'intensité, des impacts, il y a beaucoup de choses à retenir, et je pense que samedi soir, les joueurs, ils n'ont pas eu trop de problèmes à s'endormir après le match. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est en partenariat avec Emma. Oui, le sommeil c'est crucial si on veut être performant sur le terrain et même être en forme dans la vie de tous les jours. C'est donc important d'être bien équipé. Emma, c'est les experts du sommeil. Leur matelas Hybrid 2 que j'ai pu tester a été élu meilleur matelas de 2023 et a obtenu de nombreux prix en Europe. Doté d'une mousse à mémoire de forme, leur matelas offre un confort et un soutien super agréable. Il s'adapte à tous les gabarits, oui, même ceux des rugbymen, j'ai pu tester et j'ai dormi comme un bébé. En plus, ce que j'adore, c'est que les matelas Emma, ils sont dotés d'une couche Ergocell. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça permet à l'air de circuler en fait sous vous dans le matelas et donc de garder une certaine fraîcheur, ce qui est hyper appréciable quand les températures augmentent. Et en plus, dernier avantage pour moi, c'est qu'on peut tout simplement enlever la housse du matelas, on peut enlever la couche pour pouvoir la laver si besoin, ce qui permet en fait de garder son matelas propre en toutes circonstances et d'éviter en fait les traces un peu jaunâtres qui apparaissent avec le temps. Franchement, j'ai pu sentir la différence avec mon ancien matelas dans lequel je sentais les ressorts et qui me soutenait pas bien le dos, du coup j'avais toujours mal au dos. Je vous conseille plus que vivement de vous rendre sur le site d'Emma, votre sommeil s'améliorera et vraiment votre corps vous remerciera. En plus, avec mon code, vous avez 10% de réduction sur toute la boutique. Et en ce moment, il y a des gros soldes sur tout le site, jusqu'à moins 50% sur la literie, sur les matelas, sur les oreillers, sur les couettes. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. En plus, avec ces matelas, Emma vous offre un essai de 100 nuits, c'est satisfait ou remboursé. Et vous pouvez renvoyer votre matelas sans frais si jamais vous n'êtes pas convaincu. Bon, maintenant que c'est dit, retour à la vidéo. Bon, pour commencer cette analyse, je pense que l'un des points centraux sur lesquels se base la victoire irlandaise, c'est sur les turnovers. C'est simple, le 15 du trèfle a largement dominé ce secteur, avec pas moins de 9 turnovers gagnés, soit 3 fois plus que leurs adversaires. La bataille du sol a été remportée par les partenaires de Jonathan Sexton, qui ont su trouver le moyen, et surtout le courage, de mettre les mains dans les regroupements pour aller gratter des ballons. Et ça, malgré les déblayages dévastateurs des Sud-Africains. Je suis d'ailleurs un petit peu étonné de ne pas avoir vu plus de blessures, au vu de l'engagement parfois presque à la limite qui avait été mis sur toutes les phases de contact. Sexton tient d'ailleurs, parlons-en. Je pensais pas que le maître à jouer écossais serait encore aussi performant. Pour moi, c'était quand même un joueur très important pour l'effectif irlandais, parce que ça fait très longtemps qu'il est là et que le plan de jeu est en grande partie construit autour de lui. Pourtant, c'est pas le plus costaud, pas le plus rapide, pas le plus agile, et pour moi, c'était un petit peu un talisman auquel les Irlandais se raccrochaient, et je me disais qu'il y avait peut-être mieux à mettre que lui. Mais non, samedi soir, Sexton m'a fait mentir et a été l'un des meilleurs Irlandais sur le terrain. Sexton, c'est surtout un joueur qui brille par sa technique et par ses prises de décision pour pouvoir faire jouer ses partenaires autour de lui. Son animation a été parfaite, on connaît son rôle, il est souvent dans le dos des cellules de ses avants pour pouvoir prendre une passe dans le dos, doubler et dynamiser derrière. Il a vraiment une science du timing et de la distance pour venir animer, distribuer et venir flirter avec la ligne de défense pour servir un joueur qui arrive lancé pour créer de l'avancée. Et c'est là, selon moi, que réside l'essentiel du plan de jeu irlandais, la multiplicité des options qui s'offrent aux porteurs de balle. Ce qui fait toujours peser une lourde incertitude sur la défense. Prenons cet exemple-là. On est sur un lancement en touche, Sexton est servi et il a tout de suite des types qui viennent se proposer. Il y a Hansen dans le dos, mais il y a surtout Aki qui arrive plein fer et on sait qu'Aki en ce moment, il est en très grande forme. C'est sûrement l'un des meilleurs centres depuis le début de la Coupe du Monde, donc il est extrêmement surveillé. Il y a aussi Ringrose qui est dans le dos de la cellule, voire même Doris un peu plus loin qui pourrait être servi, mais tout ça, en fait, ça fait oublier Van der Flier qui est un petit peu en retrait, un petit peu dans l'intérieur, et généralement, quand il y a un flanqueur qui est dans cette zone-là, c'est surtout pour venir apporter son soutien, pour venir déblayer et générer des ballons rapides. Mais ce que fait Sexton, c'est qu'il va feinter la passe pour Aki, ce qui va amener Manny Libok à monter fort sur lui, et donc il va se déconnecter de la défense, il va créer un appel d'air, et donc il va pouvoir servir Van der Flier qui lui arrive lancé et crée de l'avancée.
Finalement, c'est bien repris par la défense, mais quelques instants plus tard, alors que l'attaque perd un peu de son souffle, que les ballons prennent un peu plus de temps à sortir, on va avoir droit à une nouvelle phase avec beaucoup d'options. Les Irlandais, comme le Leinster, ils adorent le jeu en cellule, avec des avants qui portent le ballon très près de la ligne, soit pour aller péter forcément, ou alors pour libérer au dernier moment pour un mec qui est dans le dos, et donc créer de l'avancée comme ça. Soit la cellule va péter pour créer un point de fixation, soit elle peut porter et passer au cordeau pour déplacer le point d'impact au dernier moment. On voit que les joueurs irlandais, ils sont très friands de ce genre de ballon. Souvent, tu as un pod c'est 2 ou 3 avants qui sont regroupés pour jouer ensemble, et donc tu as souvent en fait le porteur de balle qui va venir auprès de la ligne pour passer au dernier moment à son partenaire qui lui arrive bien lancé. Et donc là, la cellule, on voit qu'elle est en place pour faire ces deux options-là, soit elle peut aussi jouer dans le dos. Et là, même en jouant dans le dos, on voit qu'il y a plusieurs joueurs. Il y a Sexton et Ringrose plus en profondeur. Et même si on revient sur la cellule, il y a plusieurs options de receveur. Souvent, sur une cellule, c'est le type qui est au milieu qui est servi, c'est la pointe de la flèche, parce qu'en fait, il a un soutien extérieur, un soutien intérieur, qui vont permettre soit de jouer, soit de venir libérer le ballon facilement avec des déblayages. Mais là, les Irlandais vont varier un petit peu, et c'est Doris, le type à l'extérieur, qui va être servi. À ce moment, Sexton enclenche sa course pour relayer dans son dos. On voit qu'il y a Keller qui vient en l'heure pour focaliser Krill, parce que il arrive avec une course tranchante, inversée, et s'il est servi, ça peut faire mal. Et donc Doris fait la passe à Sexton dans le dos, qui lui va passer encore dans le dos à Ringrose. Ringrose, il est pas tout seul, il y a Hansen qui est dans son dos, qui est prêt à se déployer. Souvent, l'ailier du côté fermé, il vient se mettre dans le dos pour se déployer au dernier moment pour créer un surnombre supplémentaire. Tandis qu'on voit que sur le large, l'attaque, elle est en place avec Aki, Lowe et Keenan. Après Krill, c'est au tour d'Arense de monter. Il est fixé sur Hansen par la fin de passe de Ringrose. Il fait la fin de passe, du coup, Arense, il mord à l'hameçon, et ce qui permet, du coup, encore une fois de déconnecter la défense, d'ouvrir un espace. Et Ringrose qui dit, autant en profiter, donc il fonce dedans. Il porte un peu plus, ballon à deux mains, ce qui crée encore plus d'incertitude pour la défense, parce qu'ils savent pas s'il va continuer sa course ou s'il va libérer pour un défenseur. Et ce qu'ils voient en même temps, c'est que Aki, lui, il est surveillé par Libok. Donc il a deux choix, soit il continue à porter, soit il envoie une longue sautée pour atteindre l'aile qui est dégarnie. Dans le même temps, on voit que Krill, là, il est complètement paumé et il le laisse à moitié passer. Et donc, tout en continuant à rentrer dans l'intervalle, à monopoliser la défense, il libère pour Keenan sur le large, qui est à deux doigts de marquer un essai. Pourquoi j'ai voulu mettre en avant cette action? Eh bien déjà parce que c'est très bien exécuté, je trouve ça très intéressant, mais surtout parce que je trouve que ça nous donne pas mal d'informations sur comment se comporte la ligne défensive sud-africaine. Les Boks, on le sait, c'est dur, ça plaque fort, ça fait mal. Déjà quand ils sont tout seuls, c'est pas marrant, mais en plus quand ils se mettent à 2 voire à 3, là tu dégustes carrément. Mais la défense sud-africaine, si destructrice qu'elle soit dans ses impacts, je trouve que c'est pas forcément la meilleure en termes de gestion, en termes de rigueur. Les Boks, selon moi, ils sont très peu patients. Pour caricaturer, c'est des bêtes sauvages avides de sang et qui veulent te bouffer au moindre ballon. Certes, c'est très efficace dans la plupart des cas pour te mettre sous pression, pour te faire perdre le ballon, pour te faire perdre tes moyens, mais si tu arrives à leur faire croquer le mauvais mec, là, il y a des espaces qui s'ouvrent. Là, ça a été le cas par 2 fois sur cette action, et toute la ligne défensive a été déstabilisée. Les Sudaf, pour reprendre les mots de Galtier dans le Destin mêlé de novembre 2022, qui a été sorti juste après la victoire à Marseille face aux Springboks, en fait, il résume très bien ça, c'est que c'est une équipe qui va te mettre une pression monstre sur les premiers mètres, sur le porteur de balle, et qui va vraiment, ils vont monter à 3 à 4 pour venir te bouffer tout simplement et te faire reculer, te paquer très fort, te faire le plus de mal possible, parce que leur but c'est de t'opposer une grosse puissance de feu, de te faire baisser la tête et de pas voir en fait les solutions qui peuvent s'offrir à toi. Mais si tu arrives à prendre un peu de hauteur et à dépasser la zone des centres 12-13, là, il y a des solutions qui peuvent s'offrir à toi. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le conçois, parce que ça marche en technique, la stratégie c'est ça, donc c'est un pari pour eux. Et donc faut quand même gagner des duels en amont pour générer des ballons rapides, créer de l'avancée, avant de pouvoir écarter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas aussi infaillibles que ce qu'ils veulent laisser paraître. Et donc, toujours pour parler de Sexton, j'aimerais revenir sur l'essai irlandais, parce qu'il tient un très grand rôle là-dedans. Alors on part d'une pénale touche à 5 mètres, on feinte un maul, il y a Van der Flier qui s'échappe, et de là s'enchaînent des phases de jeu auprès avec les avants, et on voit Sexton qui est très proche des regroupements pour donner des consignes. Sexton indique de préparer le retour, le but c'est de manœuvrer les défenseurs sud-africains, de les faire se déplacer pour ensuite créer des brèches sur le large, parce que du coup la défense va être baladée de droite à gauche et au bout d'un moment tu perds un petit peu ton fil. Donc là la défense sudaf elle suit, elle vient alimenter le retour, et Sexton indique d'inverser de nouveau. Et là en fait il a réussi en grande partie son objectif, c'est de concentrer la défense dans le petit côté, qui a vu aussi que Aki et Lowe, donc 2-3 quarts, restent là au lieu d'aller alimenter le large où il pourrait y avoir plus d'espace, et du coup ils pensent que l'attaque elle va revenir ici, et en plus tu surveilles forcément Aki et Lowe qui sont de gros gabarits et qui auprès des lignes peuvent venir te faire très très mal. Et ça, c'est exactement ce qu'attend Sexton pour décrocher et venir reprendre sa place de 10 sur le large. Il est suivi ensuite par Lowe qui vient dans son dos. Il finit par être servi et là on a le droit à sa spéciale,
la redoublée. Une redoublée, c'est quand tu fais la passe à un type, lui il va avancer, tu vas converger, venir dans son dos, et il va te refaire la passe dans son dos à lui. Ça, c'est vraiment une partie intégrante de son ADN offensif. Souvent, il fait ça pour doubler dans le dos et apporter un surnombre sur l'extérieur en venant redistribuer, mais on oublie aussi qu'il est très bien capable d'attaquer la ligne et qu'il n'est pas un simple passeur de plat. Dans le même temps, juste avant que Sexton soit servi, on voit que Manny Libok, il flaire le danger, parce qu'il se dit, en fait, il n'y a plus personne en face de moi, on est tous concentrés là, c'est peut-être là-bas que ça se passe. Mais là, en fait, c'est déjà trop tard. Le duo que forme Sexton avec Lowe, il est parfait. Parce qu'en fait, il passe la balle à Henshaw, qui va venir avancer et doubler avec lui. Et on voit que la passe qu'offre Henshaw dans son dos pour faire la redoublée, elle aurait pu être captée aussi bien par Sexton que par Lowe. Donc ça fait deux options possibles. Pour le défenseur, c'est un petit peu qui tout double. Et ça rejoint ce que je disais en amont sur les options multiples. Et donc tandis que l'ailier Lowe glisse sur le large en attirant Colby, et que Keenan, lui, il est arrivé en l'heure avec une course inversée pour déconnecter la défense et l'empêcher de glisser, il choisit tout simplement de s'engouffrer dans le trou et il échoue vraiment in extremis près de la ligne. Le ballon est conservé et on voit que tout le pack irlandais est sur l'autre côté. Là, Gibson Park fait le bon choix, il choisit d'ouvrir pour Lowe parce que les défenseurs sont trop absorbés au ras et qu'il y a des espaces qui sont là-bas disponibles dans les couloirs. Et là, par contre, je comprends pas pourquoi Libok resserre autant, sachant qu'il y a Dutoit, il y a Mostert, il y a déjà Dealende qui couvre le ras du ruck et qui surveille O'Mahony. Lui, il devrait plutôt être concentré sur Lowe pour permettre à Willemse, lui, après, de couvrir l'aile de McHansen. Et ce qui se passe donc, c'est que Lowe reçoit la passe, il prend une grosse pression sud-africaine, mais il a une bonne gestuelle, une passe pivot sur le pas pour envoyer une longue passe à McHansen qui marque l'essai irlandais. Et pour une fois, c'est quand même assez rare pour le notifier, Sexton a fini le match sur ses deux jambes. Il a tenu 70 minutes, pas mal l'ancêtre. Pourtant, il y avait Dealende en face et c'était pas évident parce que les Sud-Africains l'avaient clairement visé. Et en plus de ça, Sexton, il dézone assez peu en défense. Je m'explique, c'est que en France, Mathieu Jalibert, c'est pas un très bon plaqueur. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans la zone du 13, on décale les centres qui sont des meilleurs plaqueurs, des meilleurs défenseurs, pour absorber les mecs qui vont arriver péter dans cette zone-là. Sauf que Sexton, en fait, il a plus trop les cannes pour défendre en numéro 13. Parce que quand tu défends en 13, souvent, il faut couvrir plus de terrain, parce que les mecs, ils arrivent lancés, ils étaient souvent face à des ailiers, donc il faut avoir les cannes. Et Sexton, clairement, à 38 piges, il les a plus. Donc ce qu'ont fait les Irlandais, c'est qu'ils l'ont mis sous la protection de Bundee Aki, mais surtout de la troisième ligne. En grande partie Van der Flier sur les départs de 8, mais surtout de Kylan Doris, qui a vraiment veillé au grain pour le soulager de la charge défensive. Et en vrai, Sexton a morflé une fois sur une charge des Allende, mais sinon, le reste du match, il a été super bien protégé. Bon, attention par contre, parce que là, depuis le début de la vidéo, j'ai l'impression de parler que des Irlandais, et on peut se dire que j'ai l'impression qu'ils ont dominé tout le match, mais c'est pas le cas. Vraiment, j'ai conscience du fait qu'ils ont été mis en grande difficulté sur les touches. Face à un alignement sud-africain des grands jours qui a bien su lire les touches irlandaises, ça a pris 20-25 minutes avant que les Irlandais réussissent à s'adapter. On n'a pas l'habitude de voir les Irlandais pris à ce point dans ce secteur. Et puis il y a aussi la mêlée qui a plutôt été un domaine maîtrisé par les Sud-Africains, même s'il y a eu un peu plus de répondants à des moments. Mais le problème des Sud-Africains, selon moi, sur ce match, c'est qu'ils ont eu pas mal de mal à atteindre les largeurs. Et pourtant, on a vu qu'au début du match, il y avait vraiment une volonté d'aller gagner les couloirs, d'aller gagner les ailes que sont Colby et RNC. Mais au final, ça a souvent été fait dans la précipitation, avec des grandes passes sautées inutiles qui ont soit fini en touche, soit ont permis à la défense de venir tout simplement glisser, se replier et d'aller cueillir les mecs en bout de ligne. J'ai notamment en tête cette action où les Box ils vont écarter sur un lancement sur mêlée, et en fait ils veulent profiter du fait que l'axe 10, 12, 13 irlandais soit très resserré, parce que forcément quand t'as Dealende en face, tu resserres avec Aki et Ringrose pour être un peu plus serein quand tu t'appelles Sexton, quoi. Donc forcément il y a un leurre, ça écarte, et Ringrose lui qui était très près, il est en retard. Et en fait l'e-box ce qu'il fait, c'est qu'il choisit la sautée. Et là, une sautée dans cette situation, c'est pas judicieux, parce que le temps que le ballon parcourt pour aller jusqu'à l'aile, ça permet à la défense de venir, elle, se replacer, de venir glisser pour accompagner l'ailier en bout de ligne et venir le cueillir près de la touche. Donc déjà, ça pour moi, c'est un mauvais choix, parce que tu aurais pu porter plus le ballon, tu aurais pu faire une simple passe pour Willemse, ou tout simplement taper au pied, dans le dos, pour, avec Colby, venir ramasser le ballon. Et là, il y a un deuxième choix que je trouve très discutable, même un mauvais choix en fait, quand on va voir le résultat, c'est qu'il y a quasiment tous les arrières irlandais qui sont consommés dans cette zone, ce qui veut dire que sur le large là-bas, dans le retour, c'est des avants qui sont en train de se replacer. En train de se replacer parce qu'il y avait une mêlée juste avant, les types ils viennent de pousser comme des dingues, faut qu'ils parcourent 40 mètres pour se replacer. En fait, faut écarter, parce que t'as tes flèches, elles sont en place, elles. Et finalement, non, il n'y a pas vraiment de communication, on voit Colissi qui vaguement dit d'écarter, mais en fait, De Clercq qui va servir viseux, qui arrive lancé tout seul, et il se fait gratter le ballon. En fait, comme pour la défense, j'ai parfois l'impression que côté sud-africain, ça manque un petit peu d'intelligence, un petit peu d'intelligence situationnelle
pour prendre les meilleures décisions. Et je pense que l'absence de Vermeulen et de Leroux, qui ont beaucoup d'expérience et qui savent guider ce jeu-là, qui sont des pièces maîtresses du jeu sud-africain depuis des années, je pense que ça a été préjudiciable pour ce coup-là. C'est très costaud, c'est très fort, c'est très agressif, mais par contre, on fait vraiment pas les meilleurs choix. Et la seule fois où ils ont correctement réussi à écarter un ballon, en fait, ça a été sur l'essai de Colby, et on va voir ça ensemble. Donc ça part d'une mêlée sud-africaine qui avance, et il y a De Allende qui est servi. Forcément, il est surveillé par Ringrose, parce que Ringrose, il vient de se le fader plusieurs fois au cours du match, il a bien souffert, donc il se dit, là, je vais monter comme un dingue sur lui, et je vais le bouffer. Tandis que Mack Hansen, l'ailier, lui, il vient nasser, il vient venir converger sur Kriel, qui en fait arrive en l'heure. Et donc De Allende, au lieu d'aller péter, parce qu'il a bien fait comprendre à la défense irlandaise que c'était une grosse menace ballon en main, et en fait il a concentré tout ce petit monde là autour de lui, et il n'a plus qu'à lever la balle dans son dos pour ensuite écarter le ballon, et Colby marque un essai. Et donc mis à part l'arrière Willemse qui a pris les intervalles, et De Allende qui lui les a ouverts à gros coups d'épaule, je trouve qu'on a assez peu profité du talent de la ligne d'arrière sud-africaine. Après c'est vrai qu'en fait il fallait peut-être mieux continuer à insister dans l'axe, parce qu'au final c'est peut-être plutôt là que les solutions elles étaient. On a vu qu'il y avait une percée de Snyman, une percée d'Arendse, mais au final elles n'ont pas été concrétisées, parce que les Boks ils n'ont pas de buteur en fait. L'Afrique du Sud n'a pas de buteur de classe internationale. Alors ok, c'est bien beau d'avoir des feux de signalisation pour dire à tes joueurs de prendre les points, mais par contre, s'ils sont pas capables de les prendre au bout de la troisième fois, tu changes de stratégie. En fait, il faut s'adapter. Si tu sais que tu vas pas marquer les points, tu vas en touche, où tu es plutôt dominant, tu prends la mêlée où tu as récolté les pénalités, ou même tu joues à la main parce que tu sais que tu vas être plus fort que les types en face. Mais au bout du troisième coup de pied manqué quand même, là, faut se remettre en question. Et puis, pour finir, on va parler d'une action qui a un peu mal fait parler. C'est la dernière action, c'est le maul qui se fait enterrer à la fin là. Alors certes, le ballon était finalement disponible, on avait l'impression que Cobus Reinhardt il l'avait dans les mains, mais en fait, dès que ça va au sol, il faut que le 9 il ait le ballon dans les mains, il faut que le ballon soit clairement disponible aux yeux de l'arbitre. On voit que l'arbitre il essaie de se déplacer pour voir si le ballon est dispo, et là en fait c'est déjà trop tard. Si ton 9 il est à moitié dans le maul en train de ramper pour aller le chercher, c'est que c'est foutu. Donc c'est frustrant, certes, je pense que ça aurait aussi pu être sifflé autrement, mais pour moi Ben O'Keefe ne prend pas une mauvaise décision. Il a pris une décision, ça aurait pu être une autre, mais finalement je pense que c'est quand même aussi la bonne par rapport à ce qu'il voyait lui. On arrive à la fin de cette vidéo, je vais conclure par les enseignements qu'on peut tirer en vue d'un probable duel avec les Sud-Africains en quart de finale. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu et à m'écrire un petit commentaire, c'est hyper important pour le référencement et ça soutient mon travail. Également, je remercie toutes celles et ceux qui me font des dons, qui rémunèrent mon travail avec des petits tips comme ça. C'est hyper appréciable parce que mon travail est encore plus récompensé comme ça. Et donc voilà, merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux, donc je peux que dire merci. Bon alors, les enseignements pour battre à nouveau les Sud-Africains selon moi, bon je préviens, j'ai pas inventé l'eau chaude. Premièrement pour moi, c'est répondre à l'engagement physique. C'est vraiment la base. Ok, les Irlandais ont plutôt subi, mais par contre, ils ont quand même été capables de répondre à plein de moments, ils ont été capables d'encaisser, et eux aussi de mettre leur jeu en place, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Deuxièmement pour moi, c'est de ne pas se laisser impressionner par l'apparente sauvagerie sud-africaine, je sais pas comment dire. Ok, ils sont ultra agressifs, ils sont ultra costauds et tout, mais je pense qu'ils aiment bien jouer de cette image de mangeurs d'enfants, de mecs incassables qui vont venir te péter la bouche pendant 1h30. Alors je dis pas que c'est faux, mais par contre, on a quand même vu qu'il y a pas mal de rucks, où il y a moyen de mettre les mains, où ils sont pas forcément, ou alors ils sont en retard, et donc tu peux prendre les ballons. Tu sais que tu vas ramasser après parce que les mecs vont arriver en retard, mais faut pas hésiter à y aller quand même. Et troisièmement pour moi, c'est qu'il faut qu'on soit capable de faire peser le doute sur la défense. Parce qu'on sait que si on fait du monotâche, on va se faire prendre. Ok, on aura Danty qui va nous permettre de créer de l'avancée, qui va nous permettre de pouvoir rivaliser au centre du terrain, mais ça risque de pas être suffisant. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on leur donne des os à mordre, qu'on leur donne des appâts dans lesquels ils vont venir croquer pendant que nous, en fait, on déplace le ballon dans les espaces. Mais pour ça, il faudra quand même respecter le point 1, qui est de répondre à l'intensité physique et donc de pouvoir rivaliser avec eux. Après, même s'il y a de grandes chances qu'on affronte l'Afrique du Sud, c'est pas encore sûr, l'Écosse a battu les Tonga avec le bonus, et pourquoi pas espérer une victoire écossaise face à l'Irlande lors de la dernière journée des phases de poule? Ça me paraît peu probable, mais laissez-moi rêver, ça serait vraiment dingue de sortir l'Irlande ou de sortir l'Afrique du Sud après un gros match de l'Écosse. Dites-moi, vous, si ça vous semble possible, et qui est-ce que vous auriez préféré prendre en quart? Bref, les quarts de finale se rapprochent à vitesse grand V, les choses sérieuses vont enfin pouvoir vraiment commencer. Moi je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.